Aujourd'hui, nous allons pendant 1 heure essayer de vous parler sur le thème suivant: l'histoire au service des romans, entre uchronie et revisite. Et pour parler de ces sujets, nous avons 3 auteurs qui ont écrit des livres, pas sur ce sujet, mais qui ont utilisé l'histoire au cœur de leur récit, qui vont donc nous en parler. Donc je vais vous les présenter. Alors, j'ai commencé par Benjamin Lupu, qui est auteur de la série Les Mystères de Kioché, c'est ça? Kioche. C'est Kioche, mais Kioche, tout le monde a d'accord. décidé de dire Kioché, donc voilà. je vais changer le titre, je pense. Ça a changé. Qui fait 10 tomes, c'est bien ça? Il y a 10 épisodes en deux tomes, ouais. Voilà. Ah d'accord, 10 épisodes en 2 tomes. Et particulièrement, c'est de cela dont on va peut-être le plus parler, c'est Le Grand Jeu. Ouais, Le Grand Jeu, ouais. Le Grand Jeu, qui est une sacrée uchronie. Un peu ça, c'est vivant, on va dire. Et donc on en reparlera. Et il a aussi écrit des nouvelles, donc steampunk, donc, que l'on peut associer à de l'Uchronie, dans l'univers des Paris des Merveilles. Paris des Merveilles, oui, tout à fait. À côté de lui, nous avons l'invité d'honneur du festival, donc Jo Walton. C'est une écrivaine britannique qui vit au Canada, c'est bien ça? Voilà. Et bon, si vous êtes anglophone ou anglophile, ou si vous arrivez à lire, il y a beaucoup de ces textes qui n'ont pas encore été traduits en français, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont été traduits. Et enfin, j'ai essayé de faire la liste des prix qu'elle a reçus, et je n'ai pas mis tous les prix parce que ce n'était pas possible. Sinon, on y est encore à la fin de l'heure. Donc, elle a quand même eu le prix Hugo, le prix Nebula, le prix World Fantasy, le prix British Fantasy, le prix Prometheus, le prix ActuSF de l'Uchronie, et puis d'autres prix. Voilà, elle écrit bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle nous intéresse aujourd'hui parce qu'elle écrit des uchronies. Parfois des uchronies très personnelles et des fois des uchronies qui englobent le monde entier. En particulier, je pense qu'elle nous parlera du cycle du subtil changement. C'est une trilogie, c'est bien ça. Voilà. Et puis d'autres textes comme Mes vrais enfants, qui est aussi une uchronie mais très personnelle. Et puis, à côté de moi, nous avons Morgan of Glencoe, c'est ça? Je ne vais pas faire de bêtises. Qui est une artiste, alors une artiste assez complète, qui fait de la musique, qui fait des contes, qui fait de l'écriture. À propos de la musique, je vous rappelle qu'ici, il y aura, je crois, il y aura un concert de harpe. Elle fera un concert de harpe à 18h. Voilà, donc venez, profitez-en. Elle a écrit, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, plusieurs romans et des nouvelles. En particulier le cycle de La Dernière Geste, dont le premier tome, donc Dans l'ombre de Paris, a reçu le prix Elbakin du meilleur roman fantasy francophone jeunesse et a été nominé au Grand Prix de l'Imaginaire 2021. Il est prévu vraiment pour être une pentalogie? Oui. Wow. Ce n'est pas une trilogie. Voilà, c'est une pentalogie. Une pentalogie. C'est une uchronie donc, pour la jeunesse avec des créatures magiques. Et pour l'instant, il y a 3 tomes, je crois, de disponibles. Donc voilà, donc nous avons ces invités qui vont nous parler de leur vision, de leur manière, peut-être plus particulièrement, de travailler l'histoire. Parce que c'est un petit peu ça, ce dont j'aimerais que nous parlions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un écrivain travaille avec l'histoire, comment il se sert de l'histoire pour ses romans. Alors, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas mettre de mots particuliers, parce que justement, je voudrais savoir comment vous utilisez l'histoire dans vos romans. Alors, pour commencer, quel terme vous employez pour dire la manière dont vous utilisez l'histoire? Est-ce que vous la modifiez? Est-ce que vous la transformez? Est-ce que vous la respectez? Morgane? Ah, c'est moi qui dois commencer? Ouais, pourquoi pas? J'ai commencé par... Tu as fait la blague, tu commences. C'était pas dans mon contrat. Personnellement, l'histoire, je joue avec.
mais je la respecte absolument pas. Déjà, comment vous dire, c'est un univers fantasy où il y a des fées, des légendes celtes dans le décor. Alors pour respecter l'histoire de France avec ça, bon, c'est un peu fichu. J'ai un point d'Uchronie techniquement, mais en fait, alors c'est très drôle parce que quand les gens essayent de l'identifier, personne le trouve, c'est normal, parce qu'il se situe à peu près au début de la guerre des Gaules. Voilà, au niveau de l'attaque des Bituriges, du clan des Bituriges par les Romains. Alors déjà, les Bituriges, vous savez pas ce que c'est, hein, on est d'accord. Ah, il y a des gens qui savent ce que c'est les Bituriges. Voilà, il y a une dame qui sait ce que c'est les Bituriges. Voilà. Donc en général, quand je dis non, mais le point de Chronie, c'est les Bituriges, les gens, ils me regardent. Pardon. Quoi? Donc vous apprendrez qu'en fait, les Bituriges, c'est la tribu celte qui a refusé de pratiquer la terre brûlée, en fait. La défense des peuples donc, des peuples celtes face à l'avancée romaine, ils se sont mis d'accord pour faire une politique de la terre brûlée. Et le seul clan qui n'a pas respecté ça, c'est les Bituriges. Et du coup, les Bituriges se sont fait assiéger par l'armée romaine. Ils ont perdu, sauf que ils avaient prévu de tenir un siège, littéralement. Donc en fait, ils ont servi de point de ravitaillement géant à l'armée de César. Et c'est ça qui a fait que derrière, il a pu appeler des renforts et il a pu gagner la guerre des Gaules. Voilà. Donc c'est pas le clan des Bitures. Non, ouais. Mais j'ai dit que j'en faisais pas pendant. Attention, j'en fais toujours avant et après, mais jamais pendant. Sinon, je suis insupportable. Donc voilà, mon point à moi, il est là. Et du coup, ça a eu des conséquences. Là, les bouquins se passent en 1995. Et ouais, du coup, le monde est pas. Alors techniquement, il y a plusieurs points d'Uchronie parce qu'il y en a aussi du coup au niveau de l'histoire de l'Asie. Voilà, en particulier, le Japon a réussi un certain nombre d'invasions qu'il a échoué dans la réalité. Et du coup, en fait, c'est de point d'Uchronie en point d'Uchronie, je me retrouve avec un monde qui n'a plus rien à voir. Sinon qu'il est géographiquement conjoint et que, bon, on est d'accord, ça me permettait de foutre des kimonos et des robes à la française et des combats à l'épée et c'était cool. Quoi, c'est pas une bonne raison? Donc voilà, moi, comment je joue avec l'histoire, c'est ça, c'est je prends des points d'Uchronie, tape dedans et après, à la fin, ça fait une conséquence logique très D'accord, différente. ça diverge largement. Alors, Joe, si on se concentre sur le cycle du changement, subtil changement, comment as-tu utilisé l'histoire? Et quels termes utiliser? Sometimes when you read history, it seems that what happened is very unlikely, and there's something else much more likely that you can use to make a uchronie. Parfois, quand on étudie l'histoire, il y a des choses qui semblent vraiment très improbables, tandis qu'il y en a d'autres qui semblent quand même un tout petit peu plus probables. Donc c'est celle-là dont on se sert pour faire une uchronie. In 1940, after the fall of France, there was no way that Britain could win World War II. Just no way, once France was out of the war. And any sensible British government would have made peace with Hitler. And that's what happened in my books. En fait, en 1940, après la chute de la France, il était impossible que les Anglais gagnent la guerre. Il n'y avait pas la moindre chance. Donc en fait, tout gouvernement un petit peu logique aurait cherché à faire la paix, et c'est ce qui s'est passé dans les livres. It's a really unpleasant, horrible world, full of fascists, and I really don't like that world. But once I started writing it, it was very compelling to keep exploring that uchronie. C'est un monde vraiment pas très ragoûtant, rempli de fascistes, ce que personne n'apprécie. Mais par contre, une fois que l'écriture a commencé, curieusement, il est devenu assez attirant. Merci. Benjamin, quel mot tu emploierais pour dire la manière dont tu utilises l'histoire? C'est pas facile comme question. Je pense pas que ça puisse se résumer à un mot. Clairement, moi, c'est le genre en fait qui m'a imposé ça, puisque le steampunk, il y a plein de manières d'en faire maintenant, mais à l'origine, c'est une forme de détournement du 19e siècle.
Donc moi j'ai une forme de respect, c'est-à-dire que le 19e siècle est vraiment la matière que je vais respecter, je vais essayer de la reconstituer, je vais introduire, en fait, je vais tirer le trait de certains éléments du 19e, la technologie par exemple, mais je ne vais pas introduire forcément, alors je parle vraiment du grand jeu, de magie ou de choses comme ça. Ça, je fais de la fantaisie par ailleurs, voilà. Mais là, je me suis vraiment amusé à inventer un 19e siècle qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on a connu et qui en même temps est vraiment crédible. Voilà. Comme Joe, c'est un monde que j'apprécie pas tellement, puisqu'en fait, il y a un point de divergence qui est que la guerre froide se produit au 19e siècle. Et donc, il y a notamment un empire russe qui est particulièrement, qui est très militariste, conquérant, qui utilise toutes sortes de techniques pour corrompre les gens. Mais il y a un certain plaisir à faire ça avec la matière historique et à finalement créer quelque chose qui est faux mais crédible. Donc alors, je vais employer le mot que je voulais employer pour ma réponse, c'est de la falsification en fait, mais dans un but créatif. Voilà. Et sinon, l'histoire, moi, c'est toujours un vivier en fait. Dans la fantaisie, c'est évidemment pas historique, mais vous allez retrouver des éléments culturels asiatiques, sud-américains. Vous allez retrouver des choses autour de l'archéologie, de l'anthropologie, etc. Finalement, l'imagination n'est qu'une recomposition de nos savoirs, en fait. Voilà. Donc pour le steampunk, c'est plutôt une espèce de falsification créative. Pour la fantasy, c'est de la réutilisation pour donner de la densité au livre, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, je vois que chacun d'entre vous utilise des éléments de la réalité, mais en modifiant ce qu'il y a autour, en se permettant donc de modifier une partie de l'histoire, tout en gardant une autre partie qui est peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, en fait? Est-ce que c'est la modification ou est-ce que c'est l'histoire? C'est difficile parce qu'il y a l'histoire avec un petit h, qui est l'histoire du livre, et il y a l'histoire avec un grand H, qui est l'histoire du monde que nous avons connu. C'est la différence. If you make something up from nothing, you're making it up from default expectations. And if you start from history, history is always weird and complex and fractal. Si vous essayez de créer quelque chose d'ex nihilo, vous essayez quand même de le faire à partir d'une réalité. Alors l'histoire, elle, est fractale, est compliquée, est fragmentée. Also, when you have real history in all of its complexity, it's like an analog clock with all the springs and gears, and you can take it apart and add what you want to make or do changes, but you're starting from the real thing that goes. Si vous prenez vraiment l'histoire, donc c'est un peu comme si vous aviez une montre, que vous l'ouvriez avec tous ses rouages, alors vous pouvez en changer quelque peu, mais quand même vous restez enraciné de la réalité. So history can be very inspiring, but I never saw history that I didn't want to change and play with. Donc l'histoire est une inspiration, en effet, mais personnellement, j'ai jamais vu une partie de l'histoire que je n'ai pas envie de changer un tout petit peu, titiller, modifier. Oui, moi c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'on écrirait des romans historiques en fait, si on voulait vraiment utiliser l'histoire dans son respect le plus global. Moi j'y arrive pas. En fait, c'est une contrainte, respecter les costumes, les monnaies, le temps, ne pas pouvoir changer les personnages, etc. En fait, c'est comme raconter quelque chose qui s'est déjà passé, qui est parfois déjà connu. Alors, je sais que Dumas fait ça très bien, par exemple, mais bon, voilà. Moi, il y a un moment où je me dis, il y a plein d'éléments intéressants, mais j'ai besoin de faire ma propre histoire.
Sinon, j'y trouve pas mon intérêt. Et je pense sincèrement qu'un écrivain ou une autrice a besoin d'un moteur pour écrire ou avancer. Et il y en a, c'est le respect de l'histoire et la reconstitution minutieuse de quelque chose. Moi, c'est plus de m'inspirer d'un terreau ou d'un vivier. J'ai quand même la passion du détail. Mais encore une fois, ça relève de la falsification. C'est-à-dire, si vous creusez un peu, vous allez vous apercevoir que c'est pas vraiment de l'histoire, quoi. Mais malgré tout, effectivement, essayer de respecter un petit peu les ambiances, Et c'est un peu comme le principe de la fantaisie. Dans la fantaisie, on dit toujours que ça doit être cohérent, mais pas forcément réaliste. Donc c'est en fait lorsque vous lisez une uchronie, par exemple, alors ça dépend des uchronies, mais les uchronies récentes, je trouve, elles ont une cohérence. Elles ont le goût, l'odeur et l'apparence de la réalité. Honnêtement, quand vous gratouillez un peu, vous dites c'est probablement pas comme ça, enfin ça peut pas marcher, mais c'est pas grave parce que c'est l'illusion, c'est la suspension d'incrédulité, ce genre de choses. Quand vous lisez un roman historique, en fait, vous lisez presque un manuel d'histoire. Finalement, évidemment, c'est plus ou moins romancé, mais il y a quand même des choses qui sont assez arides. Voilà. J'ai rien contre, j'en lis très bien. On parlait ce midi de Ken Follett qui fait ça extrêmement bien, même s'il romance. Moi, j'arrive pas à écrire ça simplement. Pour moi, l'histoire, c'est un puzzle à reconstituer, un petit peu comme les mécanismes de la montre de Joe, quoi. Ouais, moi j'ai un peu une autre approche, mais je pense pas qu'elle n'est pas incompatible. Elle est juste différente. En fait, moi tout ce que j'écris, c'est jamais basé sur l'univers, c'est jamais basé sur le scénario, et c'est jamais basé sur le style. Et là, les gens commencent à avoir peur en général. J'ai En peur. disant, Morgane, que fais-tu? En fait, je base tout sur les personnages. Et en fait, ma question, c'est quel personnage m'appelle? Et à partir de là, dans quel contexte ce personnage est-il cohérent? Et à partir du personnage, je vais remonter en fait sur ok, donc ce personnage il est là. Qu'est-ce qu'il a à raconter? Qu'est-ce que j'ai à raconter avec lui? Quel boulot on a à faire ensemble? Et à partir de là, dans quel univers cette histoire va être logique? Voilà. Et en fait, dans L'Ombre de Paris, c'est vraiment ça. C'est les personnages étaient là. Et j'ai construit l'univers pour qu'ils puissent y vivre l'histoire qu'ils avaient à vivre, en fait. Donc c'est un genre de processus. Et après, il se trouve que bon, l'histoire, j'adore l'histoire. Donc du coup, je suis allée chercher les éléments dans l'histoire que je devais changer pour qu'en fait mes personnages soient cohérents dans l'univers dont ils avaient besoin pour raconter leur propre histoire. Ce qui est compliqué, je sais. Désolée. Oui, mais c'est intéressant parce que, en fait, tu as, été chercher des éléments quand même assez importants. Je veux dire, le train, important. Ouais, mais attends, Et qui n'aime pas les méga gros trains? Attends, tout le monde aime les méga gros trains. Là, ce que je voulais essayer de dire, c'est que tu as pris des éléments de la réalité pour les transposer dans ton monde. Tu n'as pas fait de la fantaisie pure. Ouais, mais en fait, c'est pareil. Le train, il existe parce que je voulais mettre un perso qui était vachement cool. Et je voulais absolument. Et ce personnage-là, c'est vraiment un personnage de capitaine. Alors là, ceux qui ont lu le bouquin, ils savent très bien de qui je parle. Et ce personnage-là, elle avait besoin d'un équipage, elle avait besoin d'un navire. Le problème, c'est que parce que j'avais un autre personnage à côté, les océans étaient fermés. Et le ciel aussi. Donc du coup, logiquement, si je pouvais pas la foutre dans un avion et que je pouvais pas la foutre dans un bateau, bah, je l'ai mis dans un train. Et ça fait un très gros train à vapeur parce que tout le monde kiffe les très gros trains à vapeur, en fait. Et j'ai mis un très gros train à vapeur. Et voilà. Mais le train, il existe parce qu'un personnage avait besoin d'un train, en fait. D'accord. Tu n'es pas le point de départ, c'est pas l'Uchronie. Le point de départ, c'est les personnages et leur aventure. Là, on peut revenir sur Joe avec des textes un petit peu plus, enfin moi je trouve plus intimistes, comme Mes vrais enfants, qui est une forme d'Uchronie. Là aussi, c'est pareil, c'est les personnages qui sont les plus importants, au-delà, bien plus importants que le monde qui les entoure. In Mes vrais enfants, the character makes a decision that splits the universe, and we have two Uchronies
growing from that decision? Dans Mes chers enfants, les personnages prennent une décision à un moment donné. Et le personnage prend une décision à un moment donné qui partage les univers en deux. Et donc, du coup, on a 2 uchronies pour le prix d'une. But I had her do that when she was in her late 20s. So she was who she was in both worlds. She doesn't become a different person the way that somebody might if it was a teenager when she split. Mais le personnage, quand cette dissociation est arrivée, avait 20 ans. Donc c'est quelque chose d'un petit peu Pardon, différent. late 20s, c'est la fin, donc c'est quasiment 30 Oula, ans en je suis fait. fatigué, moi. Non, je disais parce J'ai que loupé- justement, pardon, oui, non, vu mais t'as qu'après raison, parle j'ai de loupé un mot, teenager, ouais. c'est- J'essaie de faire attention. Mais, donc là, où j'en étais? Oui, presque la trentaine. Donc c'est totalement différent que si on avait affaire avec une adolescente. Le personnage ne change pas, il reste le même dans les 2 univers uchroniques. But it is a very small scale and intimate story of one woman in her 2 different worlds as the worlds change because of her actions and other people's actions. Because that's how we experience our lives. Mais en fait, c'est... sorry. Well, sorry, I can take it if you're okay with that. No, that's no problem. Donc du coup, in French, please. Donc en fait, Pardon. ce qui se passe, c'est que du coup, le personnage peut contempler en fait les conséquences de ses choix et des choix des autres dans un monde et dans l'autre. Et finalement, c'est ce que nous aussi on fait dans nos vies. I mean, big things happen, history happens around us, and that is how we experience it, and that's how I wanted to write about it. Et en fait, l'histoire arrive autour de nous, c'est comme ça qu'on l'expérience, mais par contre, c'était pas comme ça que j'avais envie de l'écrire. Alors, il faut me rappeler la question. Donc, les questions, c'est autour des personnages ou... Ouais. Je pense qu'en fait, l'histoire crée une série... Enfin, je pense pas, j'en suis certain. L'histoire crée une série de contraintes. Elle impose un cadre. Aujourd'hui, on décide d'un certain nombre de choses parce qu'on est les héritiers et les enfants de l'histoire. Le fait de changer, en fait, tout simplement le cadre fait forcément, en tout cas dans mon cas, et c'est un peu similaire à Morgane, fait surgir des personnages, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes. Par exemple, dans le grand jeu, on a donc une guerre froide qui se déroule dans les années 1880, qui ressemble vraiment à notre guerre froide. Il y a l'Empire russe, enfin bon, bref. Mais l'héroïne, qui est Martina Krelinkova, est une émigrée russe à Constantinople. Il y a beaucoup d'émigrés russes à Constantinople aujourd'hui, mais elle n'a pas du tout les mêmes contraintes. Voilà. Donc pour moi, c'est un jeu de créer un univers complètement fictif. D'ailleurs, je ne le crée pas d'un seul tenant, je le crée au fur et à mesure parce que parfois j'ai besoin que l'univers ait quelques facettes pour faire progresser l'intrigue. Et dedans, je projette des personnages qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous et qui réagissent dans un monde qui est totalement différent de nous. Ils ont des choses qui sont identiques à nous, mais ils ont vraiment un destin qui est différent parce que l'histoire est différente. Et ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il se passe, ce qu'il aurait pu se passer si un personnage, et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans Mes vrais enfants, là, qui est un de mes livres préférés d'ailleurs, on voit bien que le personnage est contraint par l'histoire aussi, elle la change, mais en même temps elle est contrainte et elle fait des choix à chaque fois qui sont assez étonnants. Moi je fais ça dans le grand jeu avec un vrai plaisir. Le plaisir de voir plusieurs personnages, des gens qui sont appréciables, d'autres beaucoup moins. Le cas du sultan par exemple. Qu'est-ce que le sultan ottoman décide dans le cadre de cette guerre froide? Évidemment pas ce que le sultan ottoman a décidé dans le vrai 19e siècle. C'est fascinant, c'est un côté expérience de pensée. Et je pense que l'Uchronie, d'ailleurs, à l'origine, est une sorte d'expérience de pensée. Je ne crois pas dire de bêtises que la première est d'origine française. Et évidemment, on a imaginé que Napoléon n'avait pas été à Sainte-Hélène, etc. Bref. Oui, c'était les fans de Napoléon qui ne voulaient pas qu'il ait perdu. Exactement. Alors, voilà. Donc du coup, moi, je trouve que l'Uchronie, l'histoire réinventée, permet de créer des personnages complètement différents, qui vivent des expériences différentes. Et je trouve ça extrêmement agréable, inventif.
Et c'est une vraie expérience de pensée. Et j'espère que les lecteurs retrouvent ça, en fait. Cette espèce de, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu de se dire, et si c'était passé ça, cette jeune femme, qu'aurait-elle fait? Et on peut même faire le jeu de se dire, dans notre réalité, est-ce qu'elle aurait eu le même destin, en fait? Donc c'est un jeu avec le destin qui, moi, me plaît énormément. Alors, surtout dans le grand jeu. Bon, dans les autres livres, c'est un peu différent. Mais là, il y a vraiment ce jeu où on voit des personnages qui auraient pu exister dans notre réalité, mais qui n'auraient fait pas du tout les mêmes choix. En fait, voilà. On vit une autre réalité à travers les personnages. Alors là, jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des personnages, on va dire, principaux de vos romans, qui sont effectivement des personnages de romans, puisque c'est vos créations, finalement. Si on peut avoir une vie dans votre tête particulière, mais ce sont vos créations. Par contre, en particulier dans le grand jeu, et aussi dans les livres de Joe, peut-être un peu moins, il y a des personnages réels qui viennent s'infiltrer, qui viennent se glisser entre les mailles. Et est-ce que c'est nécessaire pour une uchronie? Est-ce que ce sont des points intéressants? Et vous en aviez vraiment besoin de raccrocher, on va dire d'une certaine manière, à la réalité? I'm always reluctant to use real characters who existed, particularly in recent history. I'm uncomfortable to use real people as protagonists and important characters. En fait, je n'aime pas trop utiliser des personnages réels et en faire des protagonistes de mes histoires. C'est quelque chose d'assez déplaisant. But I have done it with several of my books where I have characters from more historical times, from antiquity and the Renaissance. Ce qui ne m'a pas empêché dans mes livres d'utiliser certains personnages qui viennent de l'histoire, qui peuvent aller de l'histoire qui peut aller de l'Antiquité à la Renaissance. It's a balancing act. La question est de bien rebondir. Et bon, les personnages que l'on rencontre dans tes romans sont inventés, tous, ou pas du tout, où il y a des sources, on va dire, de personnages? Non, il y en a un seul qui est un personnage historique. Et il n'était pas censé être dans le roman, il s'est juste tapé l'incruste. Oh, he is Welsh. It's Taliesin, the bard. Okay, so that's the only historical character. But like he is blind. Sorry? Yeah, he's a mythical character, but that's the only one. Donc non, en fait, il y a un seul personnage, effectivement, qui n'est pas complètement sorti de mon imagination dans cette histoire. C'est Taliesin le barde, qui en fait est le barde mythique des légendes galloises, en fait. Donc voilà. Et il n'était pas censé être là. Il a dit bonjour, je suis là. J'ai dit ok. Voilà. Tous les autres, ils sont inventés. Je ne serais pas à l'aise avec le fait, non, comme Joe, je ne serais pas à l'aise en particulier sur l'histoire récente à prendre des personnages historiques récents et à les mettre dans les bouquins. Surtout des gens que je connais pas. Si c'est faire un personnage qui a la tronche d'un de mes potes simplement pour dire à mon pote, tiens, regarde, tu fais figurant ici, page 302, ligne 15, bon, ça va. Mais si c'est prendre une personne réelle de maintenant et en faire un personnage, je trouverais ça, pardon, mais je trouverais ça un peu irrespectueux pour la personne, particulièrement si elle est encore vivante. Parce qu'en fait, je ne suis pas elle et je ne suis pas dans sa tête. Et pour moi, ce serait un petit peu... non, ce ne serait pas respectueux. Bon, quelqu'un qui est mort et qui est entré dans la légende, voilà, le roi Arthur ou quoi, oui, ça, il n'y a pas de problème parce que ils s'appartiennent plus à eux-mêmes en quelque sorte. Mais particulièrement dans des uchronies, moi, ça se passe en 1995. Si j'avais voulu mettre un personnage historique, il y aurait de bonnes chances qu'il soit encore en vie, en fait. Et ça, non, c'est pas possible pour moi. Vraiment, c'est pas possible pour moi. In Half a Crown, I used the Queen Elizabeth II, is a minor character in that book, and she was still alive when I wrote it. So I emailed her to ask if she was okay.
Yeah, that's a good point. Non, alors, tu as le titre français, Right thing to do. Le titre français, une demi-couronne, oui. En fait, j'ai un personnage qui existe bel et bien, qui est la reine Elisabeth II. Et du coup, bah, j'ai envoyé un email pour lui demander le droit. I said if she was okay with it, she didn't need to answer, but she should let me know if she was not okay. Elle n'a pas jugé bon de répondre, mais si elle n'était pas d'accord, là, par contre, il y avait des chances qu'elle réponde. Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que je vais préciser tout de suite, dans le grand jeu, je vous mets au défi de trouver un personnage historique. En fait, les gens ont l'impression que ce sont des vrais personnages, mais pas du tout. Alors, je peux donner plusieurs anecdotes. La première qui est assez intéressante, c'est le fameux sultan. Donc, j'ai un certain nombre d'amis turcs qui, évidemment, ont relu ça se passe à Constantinople, hein, c'est pour ça. Et donc, du coup, on a discuté. Et il faut savoir que le dernier sultan ottoman est une personne extrêmement importante pour les Turcs. Vous allez entendre Erdogan en ce moment beaucoup en parler. C'est un peu leur Napoléon, ou voilà, c'est un peu un passé mythique pour eux. Alors là, je ne me suis pas senti du tout d'attaque à mettre les doigts là-dedans. Je ne prends pas parti, chacun a sa culture, etc. Mais il y a un fond politique où il y a un message presque de propagande. Et donc, avec ses amis, on a créé le sultan Hussameddin. Et tout le monde a l'impression qu'il est vrai, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit vrai. Mais en fait, il n'a jamais existé. Il a des problématiques qui ne sont absolument pas celles du dernier sultan ottoman. Il y a quelques personnages, notamment la personne qui dirige l'Alliance de l'Ouest dans la baie d'Istanbul. Évidemment, elle n'existe pas, mais on leur donne une crédibilité, on les source, c'est un collage de plusieurs personnages. Voilà, donc c'est assez important. Il n'y a qu'un seul personnage, mais c'est un easter egg, donc je ne vous le donnerai pas. Il y a un seul personnage qui est réel. Mais ça, c'est pour faire un clin d'œil à une pratique du steampunk que j'aime beaucoup, qui est d'aller récupérer des personnages historiques et de les transformer ou de les magnifier. Pratique qui va assez loin, puisqu'on récupère même des personnages fictifs, comme Sherlock Holmes, et on se fait croire qu'ils ont existé, on les introduit dans l'histoire, et c'est une espèce de boucle entre la littérature et l'histoire. Donc je me suis amusé à faire ça. Alors dans le Paris des Merveilles de Pierre Pevel, lui, c'est un artiste, il passe sa vie à récupérer des personnages, à vous les transformer, à vous les mettre à l'envers, à l'endroit, à inventer des personnalités. Il le fait extrêmement bien. Et donc, c'est aussi un jeu du steampunk de faire ça. Moi, je l'ai fait que pour un seul personnage dans le grand jeu, et tout le reste, encore une fois, c'est une falsification créative. Et ça marche. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant « mais je ne comprends pas, j'ai regardé dans la lignée des sultans ottomans, il n'y a pas Hussameddin, qui est ce type ?» Voilà. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, c'est encore une fois pas un livre historique du tout. Mais il doit en avoir la cohérence ou une forme de réalisme, on va dire. C'est parfaitement réussi. Parce que moi, je me suis vraiment laissé prendre. Mystifié alors? Ok, bon, un de plus. Alors, vous avez les uns et les autres travaillé sur la géopolitique. Alors, effectivement, peut-être de la géopolitique plus ou moins imaginaire, puisque effectivement, s'il y a des faits, c'est un peu difficile d'avoir la même géopolitique qu'aujourd'hui. Pourtant, le monde, enfin, certaines parties du monde qui sont décrites ressemblent d'une certaine manière à du moins une vision que l'on peut avoir de l'histoire de notre pays ou du monde, du Japon en particulier. Bon, pour toi encore un peu plus clairement, quoi. C'est très précis. Et puis pour Joe dans le subtil changement, ouais, les nazis ils sont là. Ça a été quand même une partie, hélas, importante du XXe siècle. Donc, pour vous, la géopolitique, est-ce qu'on doit la respecter ou est-ce qu'on peut complètement l'exploser aussi, comme tout le reste de ce qu'on a vu jusqu'à présent, où vous avez tout explosé? Moi, je fais tout exploser. Hein. Non, mais... Ouais, il y a quand même la cour de France, il y a quand même le Japon. mais même la France, géographiquement, c'est pas du tout la France actuelle. Donc, la France dans le monde de la dernière geste, elle va jusqu'à l'Oural quand même. Hein. Alors, Moscou est en France, c'est quand même un concept. Voilà. Pareil, ils ont jusqu'à Gibraltar. Voilà. Par contre, ils n'ont pas la Bretagne, à cause des faits, justement. Et des bituriges. Enfin, non, mais bon, bref, vous m'avez compris. Donc, oui, de fait, le point de bascule, c'est les faits. En gros, les nations qui se sont alliées aux faits n'ont pas du tout eu la même évolution que les nations qui ne se sont pas alliées aux faits, en fait, et qui ont essayé de les trucider avec plus ou moins de succès.
Moi, ce que je voulais, en fait, dans la dernière geste, au niveau de la géopolitique, c'était, en fait, j'avais cette idée de faire un pays qui devrait, théoriquement, s'être fait envahir depuis hyper longtemps. En fait, dans la dernière geste, il y a... Alors, le Japon, il a bouffé toute l'Asie. La France, elle a bouffé toute l'Europe. Et le sultanat ottoman a bouffé toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Voilà, en gros, ils se sont partagés. Voilà. Sauf ce qu'aujourd'hui on appelle les pays celtes, c'est-à-dire la Bretagne et les îles britanniques, là, au-dessus, là, l'Irlande, l'Écosse, Pays de Galles, tout ça, là, qui eux se sont alliés aux faits et ont réussi à faire blocage. Sauf qu'en fait, ils sont 6 millions. Les autres en face, ils sont quasiment 2 milliards. Et en plus, ce mini-pays n'a pas d'armée. En fait, ce qui m'intéressait géopolitiquement à étudier, c'était comment peut faire un pays ridiculement petit, avec pas vraiment de grosses ressources et pas d'armée, pour tenir le bras de fer aux espèces de 3 monstres en face. Alors, si vous vous posez la question de l'Amérique, elle n'a pas été découverte. Donc, les seuls qui y ont accès, justement, c'est les Bretons, les Irlandais, tous là qui, eux, vont sur la mer. C'est les seuls qui peuvent aller sur la mer. Et en fait, tout est basé sur le commerce et les communications. En fait, c'est simple, c'est qu'ils sont capables de paralyser le mini-pays. Là, il est capable de paralyser le gros pays, enfin les 3 gros pays, juste en leur coupant littéralement le commerce et les communications. Parce qu'ils sont les seuls à voir la mer, ils sont les seuls à voir le ciel, et ils sont les seuls à avoir les très très gros trains. Ils sont trop cool, les très gros trains. Donc voilà, en fait, mon jeu, c'était ça. C'était d'imaginer qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas... Enfin, quand en fait, même si on avait une armée, très clairement, ça servirait à rien parce qu'on est 6 millions, ils sont 1 milliard en face. Enfin, voilà. Donc c'était ça, en fait. Mon intérêt géopolitique, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on a comme alternative à la militarisation. Quand en face, on a des pays militarisés. Donc c'est pas intéressant. Yeah, what Morgan said, and everything is political, every choice is political. Comme le dit Morgan, en fait, tout choix, tout ce qu'on fait, tout est politique. Obviously. Bon, le grand jeu, il peut être que géopolitique. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, mais le grand jeu, c'est le nom que les Britanniques avaient donné, qui faisait cette espèce de guerre froide, d'ailleurs, qui a existé, qui a duré tout le 19e siècle. Ça existe vraiment. C'est les fameuses premières guerres d'Afghanistan, c'est ce genre de choses. Donc, c'est de la géopolitique. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'ils appellent ça le grand jeu. Voilà. Il faut savoir, les Russes appellent ça le tournoi des ombres. Je trouve ça très joli aussi. Pour eux, c'était un jeu à l'échelle planétaire. Et d'ailleurs, quand on était un jeune officier britannique, on allait briller en Inde et on essayait d'aller emmerder les Russes dans le Nord pour se faire un nom, quoi. Donc c'est forcément géopolitique, mais là on retrouve, pour moi, la géopolitique, la politique et l'histoire, c'est tout simplement la même chose. Et si on bouleverse l'histoire, on bouleverse de fait la géopolitique. Lorsqu'on fait une uchronie qui n'est pas une uchronie qui tend vers la fantaisie, on va être obligé de jouer avec ces engrenages, hein, toujours la montre de Joe Walton, ça va devenir une expression, je pense. Joe Walton Watch, clock. Et donc du coup, oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai recomposé une géopolitique en essayant aussi, souvent quand on écrit, on essaye de s'expliquer à soi-même le monde. Voilà, il ne faut pas trop le laisser transparaître parce que ça devient un petit peu lourdingue pour le lecteur. Mais on essaye de s'expliquer comment ça marche parce qu'on a besoin de cohérence, notamment pour que les personnages eux-mêmes aient des réactions cohérentes en fait. Voilà. Donc là, c'est un roman d'espionnage sur la guerre froide. Donc évidemment, c'est de la géopolitique. Ça tend beaucoup vers ça. Si on fait une comparaison avec le Paris des merveilles et puis même les livres de Morgan, la géopolitique, elle est là, mais elle n'est pas aussi précise, fine et proche de la réalité, ce qui n'est pas grave du tout, hein. Mais effectivement, il y a dans le Paris des merveilles, il y a Ambremer, il y a des diplomates à Ambremer, il y a des intrigues de cours, ce genre de choses. Je crois simplement que les gens aiment bien ça, tout simplement, et que c'est hyper marrant à lire, les intrigues, voilà, ça suscite des histoires intéressantes. Donc c'est une forme de géopolitique ou de politique qui n'est pas forcément un message, mais on aime tous lire des trucs qui se passent à Versailles, les intrigues de cour, etc. C'est complètement ridicule, mais on aime ça, quoi. Ouais. When you read history, you already know what's going to happen. When you read a uchronie, it can make you think again about history. It can make you see it from a new direction, in a new way, because you don't know what's going to happen.
Quand on lit des romans historiques, en fait, on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on lit de l'Uchronie, ça vous permet de repenser, de revoir comment l'histoire a été faite, si elle se passait différemment. So that can be a very political angle on what you're doing because you're making people see it in a different light. Il peut en effet y avoir encore une fois une volonté très politique, puisque ça consiste à faire voir les choses et les événements sous un nouvel angle. Et on peut citer d'ailleurs, je crois qu'il y a un roman britannique de l'entre-deux-guerres qui imagine, avant même que le parti nazi arrive au pouvoir en Allemagne, ce que cela va provoquer en fait dans l'histoire. Je ne me rappelle plus de son nom malheureusement. C'est un livre assez dur à lire, mais que je trouve fondamental, puisqu'on est 5 ans ou 6 ans, je crois, avant l'invasion de la France par les nazis. Et cette personne imagine ce qui se passe 1000 ans après, puisque Hitler promettait un empire de 1000 ans, un Reich de 1000 ans. Et c'est terrifiant d'ailleurs, ce qui est imaginé. Voilà. Et c'est ça, hein, c'est politique, c'est se projeter dans l'histoire et se dire attention, je réimagine ce qui va se passer. Et là, c'est carrément de la science-fiction. Et c'est fascinant. Je vous conseille de lire ce livre. Je vais essayer de retrouver le titre, mais c'est absolument incroyable à lire. Dans un registre un peu plus fun, c'est pas beaucoup plus fun, mais il y a le spin-off de X-Files sur le. X-Files, la série, a eu un spin-off d'une saison sur les 3. J'ai un trou sur leur nom. Les 3 gars complotistes à fond, là, qui. Voilà. Et en fait, le spin-off est sorti en début 2001. Et il y avait en gros. Voilà. Et en fait. Le dernier épisode de la saison 1, il y avait des terroristes qui balançaient une paire d'avions dans le World Trade Center et les 3 gars arrivaient à détourner l'avion. Et 15 jours après, 11 septembre. The Lone Gunman, voilà, The Lone Gunman. Voilà. Et donc, c'est pas 15 jours après précisément, mais c'était genre juste avant, enfin l'épisode est sorti. Pardon ? 3 jours avant. Voilà, merci. Voilà. Mais je savais que c'était vraiment juste avant, quoi. Et la série a été annulée après ça parce que c'était insupportable, évidemment, pour les Américains. Voilà. Et vraiment, ça avait un côté terriblement prophétique. Donc, sauf qu'il n'y avait pas de lone gunman pour arriver à détourner l'avion au dernier moment. La scène était assez dantesque d'ailleurs parce que l'avion du coup frôlait, se mettait quasiment avec les ailes à la verticale pour frôler le World Trade Center et aller s'écraser dans Central Park. Et voilà. Et ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement, dans la réalité. Mais voilà, des fois, l'Uchronie vise tellement juste qu'en fait, voilà, finalement, elle en devient parfois prophétique. Il avait prévu le tour. Je sors de mon rôle de traducteur, mais enfin, il y avait aussi un livre de Tom Clancy dont le nom m'échappe, dont on a beaucoup parlé, parce que justement, il avait effectivement prévu des avions qui allaient se crasher contre les 2 tours jumelles. It wasn't 3 days before. I don't know if you get it. No, it wasn't. You know the X-Files? So there was that spin-off about the Lone Gunman, and the last episode of season 1 of the Lone Gunman was terrorists trying to dethrone planes into the World Trade Center, and so the episode was released 3 days before. Yeah. Also in a Tom Clancy novel. Was supposed to be a new Uchronie, yeah, okay. not a real thing. That's not fun, but still. Bien, on pourrait vous écouter, je pense, des heures à parler de vos romans. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une séance de questions-réponses, si ça vous intéresse. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, levez la main. On vous a tous endormis. Non, on peut se mettre à faire des jeux de mots tout pourris. Ah. Merci, c'est toujours le premier. Merci beaucoup. Je me demandais si écrire des uchronies, c'est supposé, avant ou pendant l'écriture, passer par des historiens justement pour travailler l'univers et la cohérence, etc. Alors je suis une mauvaise personne pour répondre parce que j'ai une formation d'historien, donc dans mon cas, non. C'est pas tout à fait vrai, je parlais d'amis turcs, mais
des amis grecs, etc. Parce qu'évidemment, je ne connais pas. Par exemple, je ne connaissais pas du tout l'histoire russe dans les détails, donc il a fallu que je me renseigne. Oui, il y a une phase de recherche, comme dans tout livre, et peut-être que dans une uchronie, ça demande vraiment un truc un peu universitaire. Le bémol que je mettrais, c'est que si vous avez vite fait de vous contraindre ou de vous perdre dedans, surtout si vous aimez ça. Mais si vous voulez bâtir un monde réaliste, oui, il faut être curieux et aller chercher des détails. Et après, c'est juste un jeu logique. Et si vous retirez un élément, comme dans un Mikado, et puis il va falloir imaginer. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez... alors typiquement, moi, je suis obligé d'imaginer ce qui arrive à la révolution industrielle. Donc il a fallu... elle se passe en Russie au lieu de se passer en Angleterre. Et donc, du coup, il faut tirer la chose. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup plus qu'un roman de fantasy. Par exemple, là, je suis en train d'écrire un roman de fantasy. J'avoue que c'est plus simple, c'est plus créatif. C'est une autre forme de plaisir. Ça dépend vraiment du degré. Il y a vraiment des gens qui font de l'uchronie qui ne sont même pas des histoires, hein, des romans. Ils se contentent de vous raconter. C'est un livre d'histoire, un manuel d'histoire complètement faux, mais il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien dedans. Voilà. Donc ça dépend où vous mettez le curseur et quel est votre besoin. Mais oui, il y a des recherches forcément, et elles ont intérêt. Ça, si vous voulez être crédible, elles ont intérêt à être assez poussées, ouais, quand même. J'ajouterais qu'il faut être d'autant plus attentif au rapport géopolitique, pour le coup, actuel entre les pays. Parce que, donc, si vous faites une uchronie, mettons, qui se passe en France avec de la culture française dedans, il n'y a pas de problème, en fait. Enfin, même si vous vous plantez à un endroit, enfin, voilà, personne n'en a. Par contre, si vous partez à utiliser la géopolitique d'un autre pays, et particulièrement d'un autre pays avec laquelle votre pays d'origine a une histoire lourde, faites attention à ce que vous faites. Donc, prenez le temps, quitte à trop vous renseigner. Faites attention à ce que vous faites et soyez attentifs à rester respectueux des vrais gens dans le vrai monde qui ont vraiment cette nationalité-là. Voilà. Je pense notamment aux pays d'Afrique ou aux pays du sud-est asiatique qui ont été des colonies françaises. Si vous commencez à partir dans ce délire-là, faites méga attention à ce que vous racontez parce que toutes les blessures ne sont pas guéries de cette période-là. Voilà. Donc, moi, ce serait la condition numéro 1, c'est avec quoi vous jouez, en fait. Parce que si vous jouez avec l'histoire de France, clairement, vous jouez avec des Legos. Si vous jouez avec l'histoire de certains pays, vous jouez avec des lance-flammes. Faites gaffe. Lisez le manuel avant, quoi. Ça peut servir. Yeah, I do a lot of research, both specific research for things I'm working on and just general reading of history because I like reading history. And I also recommend reading daily life things and anthropology and archaeology as well as history. Je fais beaucoup de recherches déjà sur ce dont j'ai besoin pour mes écrits, mais aussi en général, tout simplement parce que j'adore lire des histoires de l'historique. Et il faut aussi aller vers l'archéologie et en oui, fait voilà, beaucoup s'intéresser au quotidien des gens, beaucoup plus qu'à l'histoire avec un grand H. I read a daily life archaeology and history. Donc vraiment d'aller chercher en fait la vie et le quotidien des gens dans ces périodes historiques qui nous intéressent. Yeah, and if you can go to the actual place, being in the physical location is very valuable. Et si vous pouvez aller sur les lieux dont vous allez traiter dans votre fiction, c'est très très important aussi. Merci pour les échanges que vous avez pu nous proposer. J'avais une question à vous poser. Quelle est la réaction de la communauté, on va dire, historienne face à ces publications finalement? C'est une très bonne question. Il y en a une? Oui, il y en a une. Non, il y en a. Oui, bien sûr. Vous avez clairement, on va évacuer le premier problème, il y a clairement un certain nombre d'historiens qui détestent. Tout simplement parce que vous êtes en train enfin, ils sont tellement attachés à une certaine objectivité ou en tous les cas à un esprit scientifique, etc.
Bon, vous arrivez avec vos gros sabots, vous mettez tout par terre, vous inventez des trucs, des dirigeables géants ou je ne sais pas quoi. Bon, là, évidemment, il y a des gens. Et de manière générale, l'imaginaire, notamment en France, bon, c'est un peu compliqué avec les communautés. Mais il y a vraiment des gens qui adorent ça, par contre. Il y a les deux extrêmes. Il y a des gens qui trouvent ça absolument fascinant et qui vont vous aider, qui vont spontanément vous dire ah, ouais, j'aurais peut-être mis plutôt ça comme ça, ou le sultan, là, il dit pas le bon truc, ou ce genre de choses. Et c'est pas valable qu'avec les historiens. Même en festival, hein. Moi, j'ai pu avoir encore une fois des Turcs qui viennent parler. On parlait de la nourriture. Il y a un autre festival, une jeune femme turque qui m'expliquait que ça se faisait pas tout à fait comme ça. Voilà, je ne sais pas si les historiens, enfin en tout cas ceux que je connais, ils pratiquent pas l'uchronie. Enfin, ils sont là pour découvrir la vraie histoire et finalement, je crois qu'ils découvrent beaucoup plus de choses que nous. Voilà, mais c'est une source inépuisable d'informations et certains d'entre eux sont particulièrement enthousiastes c'est un hobby pour eux quoi finalement de faire ça et ils apprécient par contre beaucoup si on fait un effort donc de cette falsification créative cohérente et pseudo-réaliste. Ça ils aiment bien parce qu'ils voient bien l'effort que ça nécessite derrière. Donc voilà, ouais, moi c'est ce que j'ai pu avoir comme retour. I've had very mixed reactions. Sometimes people are very excited that you're working in their obscure field. Sometimes they're horrified. J'ai eu des réactions très diverses. Parfois, les gens sont très contents qu'on travaille dans leur champ d'activité qui reste plutôt obscur. Dans d'autres cas, ils sont horrifiés. Yeah. My novel Lent, that is Carême, which is not out in French, I call it Savonarola Groundhog Day. So Savonarola Groundhog Day. And some Renaissance historians, when I say that, they get excited and others want to hide under the table. Il y a un livre qui n'est pas traduit, qu'on appelle Savonarola et un jour sans fin. Bon, je pense que vous voyez le film. Ouais. Alors, certaines personnes, quand on en parle, soit il y en a qui sont pas particulièrement enthousiastes, d'autres qui sont terrifiés. Ouais, non, moi, je sais pas s'il y a des historiens qui ont lu mon livre, mais de toute façon, ils considéraient ça probablement même pas comme une uchronie. Donc, il y a des faits, ok? Il y a des faits. Ça les gêne pas forcément, hein. Honnêtement, il y a par exemple je parlais du Palais des Merveilles avec un historien et il aimait beaucoup la partie arthurienne. Par exemple. Il était spécialiste du roi Arthur, mais il aimait bien la reprise de ça dans le 19e, etc. Ça lui avait plu. Ouais. Non, je crois pas qu'il soit. Ça dépend vraiment de ce qu'ils font. Je pense que effectivement, l'historien économiste spécialiste de je ne sais trop quel mouvement économique du XXe siècle, bon, ok. Mais il y a des gens qui travaillent sur les sagas nordiques, ce genre de choses, quoi. Je pense que ça peut les intéresser. Ça dépend de l'ouverture d'esprit, je pense. Any Welsh person likes that there is Taliesin's book, but anyway. En fait, le seul truc, c'est que les Gallois aiment bien parce qu'il y a Taliesin dedans. Ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait Taliesin dans un livre. And historians of the European Union like Mes Vrais Enfants because it's got an alternate history of the European Union and everybody does Uchronie of America and nobody does that. So they tend to like that book. Les historiens de l'Europe aiment bien Mes chers enfants parce que c'est une uchronie qui se passe en Europe, alors que d'habitude, on a plutôt l'habitude que ça se passe aux Amériques, etc. Pardon. They're very quiet. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. C'est est-ce que vous allez continuer d'écrire de l'Uchronie et est-ce que c'est éventuellement en cours d'écriture? Bah, moi, j'ai encore 2 tomes à sortir, hein, donc... I don't know if I will keep on writing Uchronie, but everything I write has history informing it.
And that I will definitely keep on doing. Je ne sais pas si je vais continuer à écrire de l'Uchronie, mais par contre, tout ce que j'écris a un fond historique, et ça, par contre, je vais continuer. Oui, c'est sûr, moi je vais, en l'occurrence les lecteurs le demandent, donc je vais probablement continuer mon exploration du faux grand jeu que j'ai inventé. Pas tout de suite, parce que je me suis lancé dans un truc que j'appelle fantasy monastique, donc ça va être assez long. Donc c'est évidemment un moine qui est le héros d'un roman de fantasy. Et alors là, pour le coup, oui, c'est très, enfin, il y a vraiment des fondamentaux, même si c'est un monde complètement inventé, il y a des fondamentaux, les fondamentaux monastiques de l'Occident. Et c'est l'histoire d'un enlumineur, en fait. Voilà, donc effectivement, l'histoire continue de nourrir l'écriture. Mais ça, c'est Secret of Kells. Hmm. C'est Secret of Kells, ton pitch. Ah bah peut-être, oui. Tu connais pas Secret of Kells? Non. C'est un dessin animé du réalisateur Tom Ah Moore, si, pardon, oui, je l'Irlandais. l'ai vu, tout à fait, excuse-moi, j'avais pas... Regardez ces films, ils sont géniaux, ils sont magnifiques. Oui, C'est ouais. superbe. Ça va être un peu plus violent, mais oui. Oui, c'est un dessin animé pour enfants de 6 ans. Oui, je sais bien. Non, bah je sais pas si vous avez vu le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, vous avez peut-être lu le livre. Bon, voilà, moi j'ai été fasciné par cette ambiance, donc je vais pas du tout me comparer au Umberto Eco, parce que là je suis très très mal barré, mais l'ambiance me plaît énormément, donc oui, je suis embarqué dans une énorme histoire d'un moine qui découvre des choses qu'il ne devrait pas découvrir. Non, tu peux devenir Umberto Business au lieu de Umberto Eco. Mais on avait dit à la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est fini, c'est fin. fini. J'ai le droit de faire des jeux de mots de merde. Allez, je sonne la récré. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu nous écouter. Je remercie énormément nos auteurs et notre traducteur pour leur présence et pour nous avoir donc enrichis tous avec toutes leurs idées, leurs informations sur l'histoire au sein des histoires. Merci.